Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al 24 News. Gaza, des responsables de l'ONU consternés par l'opération militaire israélienne sur l'hôpital Al-Shifa, c'est du moins ce que dit le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, le 15 novembre, consterné, dit-il, par les informations faisant état d'une opération de l'armée israélienne sur l'hôpital de Shifa. La protection des nouveau-nés, des patients, du personnel médical et de tous les civils doit l'emporter sur toute autre considération. De quelle autre considération parle-t-on? Celle avancée par l'antitessionniste qui a tout balayé sur son parcours. Les prétextes évoqués ne peuvent en aucun cas justifier cette attaque de l'hôpital et la fouille dont ont été victimes les victimes des bombes constitue un inédit. Nous ne ferons pas dans l'émotionnel, mais juste une question à cette dite communauté internationale représentée par ses gouvernants allant à contre-courant de leur opinion publique. Imaginons, ne serait-ce qu'un instant, que ces bombes sont larguées sur des colonies sionistes. Quelle aurait été la réaction de la grande communauté des nations? Je vous laisse deviner la réponse. Alors pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Monsieur Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais, qui est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Eli Hatem ou Maître Eli Hatem, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir et merci de votre invitation. Le plaisir est pour nous. Nous recevons également Jérôme Bonnet, ancien rédacteur en chef à RT France. Jérôme Bonnet, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Salam alaikum, merci de votre invitation. Salam alaikum. Alors, Jérôme Bonnet, on commence avec vous. Vous qui avez donc été rédacteur en chef sur RT France, une chaîne suspendue pour les raisons que tout le monde connaît. Nul besoin de les étayer aujourd'hui. La guerre en Ukraine, en l'occurrence. Et le parallèle est de suite fait entre les deux guerres, c'est-à-dire celle qui aujourd'hui s'abat sur Gaza. Force est de constater que le traitement, hélas, est bien sûr celle de l'Ukraine. Force est de constater, je le disais, qu'aujourd'hui, il y a quand même presque des parallèles à faire, des similitudes, sauf que dans le traitement, ce n'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui. Alors, quel constat pouvez-vous nous en faire ? Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'effectivement, les deux devraient être comparables, puisque, à mon avis, ce n'est pas un conflit religieux. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je fais du journalisme, 15 ans de la géopolitique. Pour moi, ce n'est jamais qu'un énième épisode de ce qu'on appelle des tensions territoriales, en réalité, de l'impérialisme, de la colonisation. En fait, la colonisation d'un territoire par un autre État qui cherche à grossir comme ça, en acquérant des territoires qui appartiennent à un autre État. Donc en fait, je pense que cette histoire de juifs et musulmans, on peut balayer ça, tout ça en réalité, il s'agit bien de colonisation. Or, effectivement, comme vous l'avez sans doute remarqué vous-même, comment expliquer au monde entier qu'il fallait qu'il se mobilise immédiatement et impérativement pour empêcher toute annexion de territoire ukrainien? Mais dès lors qu'on parle de territoire palestinien, ça n'aurait plus d'importance. Alors là, effectivement, on peut s'affranchir du droit international qui était pourtant sacré il y a quelques mois à peine, lorsque tous les médias parlaient de la guerre en Ukraine. En fait, ça s'inscrit dans la longue tradition de l'Occident qui promeut des valeurs nobles, et c'est bien qu'il le fasse. Mais à l'usage, on se rend compte que ces valeurs sont à géométrie variable et valent dans certains cas et pas dans d'autres. Je pense que le monde ne marche plus maintenant. Oui, alors très bien. Alors jamais justement le double standard n'a été aussi exacerbé et mis en évidence que depuis qu'il y a, si vous voulez, ces deux guerres qui ont éclaté. Enfin, la guerre de Gaza n'a pas éclaté, ça a toujours été systématique des frappes contre Gaza. D'ailleurs, ce ne sont pas une guerre, c'est carrément une guerre contre une population civile qui lui est donc livrée de manière très abusive. Alors, il y a effectivement... Oui, Eli Hatem, il y a un arbitraire aujourd'hui, le droit international est bafoué, il y a des violations au quotidien. Il s'agit réellement d'un génocide, je veux dire que tous les facteurs sont là pour attester
qu'il s'agit bel et bien d'un génocide, mais il aura fallu peut-être que l'hôpital soit bombardé, soit investi par les militaires pour que le Conseil de sécurité, peut-être un peu timidement, même un petit peu en retard, réagisse. Écoutez, il faut rappeler une chose, c'est que vous savez que j'étais le conseiller de Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Oui, effectivement. Et Ghali me rappelait une chose, c'est que son rapport avec les Américains qui voulaient de lui à la tête de cette organisation mondiale un secrétaire, et il s'était érigé en général. Pour quelle raison? Parce qu'il veillait à l'application du droit international public, il veillait à ce que l'organisation mondiale effectue en fait son travail, son double travail, c'est-à-dire d'une part faire respecter le droit international et d'autre part agir sur le terrain pour sauvegarder la paix et la sécurité internationale. Mais malheureusement, cette organisation internationale est devenue totalement sous l'hégémonie américaine, en particulier à la fin de la période de la bipolarisation et avec la chute de l'Union soviétique. Et à partir de là, donc, les États-Unis ont tout leur poids, cette hégémonie exercée sur les institutions de cette organisation mondiale dont le siège se trouve, comme vous le savez, à New York. Et c'est pour ça que nous avons assisté de plus en plus à une violation accrue de ce qu'on appelle le droit international. Les gens s'étonnent quand on parle de cet arbitraire, de ces deux poids et deux mesures, parce que malheureusement, c'est ce qui m'avait conduit, moi personnellement aussi, à quitter l'université de Boston aux États-Unis avec la guerre en Irak en 2023 et l'occupation donc américaine de l'Irak, parce que je constatais, je voyais, je ne pouvais plus apprendre à mes étudiants des principes qui ne sont pas du tout applicables sur le terrain. Alors, sur cette hégémonie américaine, sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur les différentes institutions, sur le secrétariat général des Nations Unies, je vous rappelle également un élément, un témoignage qui est très important pour vous et pour les téléspectateurs, qui est celui de Boutros-Ghali, qui allait terminer son mandat et il y a eu, nous nous en souvenons, donc il y a eu une intervention, encore une invasion, une attaque israélienne du Sud-Liban. Et là, il y a eu un massacre et il y a eu une extermination totale de la ville de Cana dans le sud du Liban. Et quand je vous parle d'extermination, c'est qu'il n'y avait plus d'habitants de cette ville qui ont été tous massacrés, des églises complètement bombardées par l'aviation israélienne pour tuer sciemment les croyants qui étaient en train de célébrer une messe à l'intérieur. Eh bien, Boutros-Ghali a condamné cet acte et Madame Madeleine Albright, qui était à l'époque secrétaire d'État des États-Unis, c'est-à-dire autrement dit comme un ministre des Affaires étrangères, elle lui a dit, écoutez, Boutros, vous le condamnez, si vous voulez, oralement, mais pas par écrit. Il lui a dit non, je le condamne oralement et par écrit. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Ça sera votre dernier écrit aux Nations Unies. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait pour empêcher sa réélection à la tête du secrétaire de cette organisation mondiale, autrement dit, être réélu comme secrétaire général des Nations Unies en interceptant tous les appels qui allaient vers le président Clinton pour la campagne de M. Boutros-Ghali et il y a eu l'élection ou la désignation, je dirais, de son prédécesseur, oui, secrétaire général des Nations Unies, totalement inféodé aux États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, ne vous étonnez pas, et personne ne s'étonne, que cette ONU, ou ce que j'appelle les ONU, je les appelle les eunuques, parce qu'ils n'ont plus leur propre initiative, et l'initiative vient surtout de Washington et qui pèse sur le siège de cette organisation. Très bien.
Oui, on va y revenir justement sur cette impuissance quelque part du Conseil de sécurité ou des Nations Unies. Je ne sais pas, appelez-les comme vous voulez. Mais en tous les cas, Jérôme Bonnet, pour donc me tourner vers vous, pour revenir justement à cette question aujourd'hui des Nations Unies. Alors, je crois que c'est de jour en jour, depuis le début donc, de bombardement sur Gaza, c'est-à-dire il y a déjà 41 jours, depuis le début, ce système des Nations Unies a prouvé son obsolescence quelque part. Dans ces cas précis, alors que faut-il faire? Vers qui faut-il se tourner? Son inefficience, en un sens, je suis d'accord avec vous, parce qu'effectivement, les États-Unis ayant le droit de veto, il est impossible d'y passer quelques résolutions qui fassent obstacle à Israël. Oui, on l'a vu. Mais M. Gutiérrez, moi je l'ai trouvé personnellement à la hauteur, digne successeur de M. Boutros-Ghali, parce qu'il n'a pas mâché ses mots, au point de déclencher du reste. Peut-être qu'il fera son dernier mandat aussi. Vu qu'il n'a pas mâché ses mots, oui. La fureur de l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant. En France, on voyait des tas de papiers ou d'interventions à la télévision de gens qui disaient qu'il avait commis un impair diplomatique, ce qui est complètement hallucinant parce que, je veux dire, c'est le secrétaire général de l'ONU et ce qu'il faisait, c'était rappeler le droit international. Une chose qu'il est fondé à faire, c'est de rappeler le droit international. Malheureusement, il n'a plus que cela, la parole, parce qu'en effet, dans les faits, eh ben, les résolutions seraient bloquées. Alors, lorsque vous me demandez vers qui se tourne, je pense que malgré tout, ces déclarations de M. Gutiérrez ou de très nombreux, de plus en plus en fait, de responsables, y compris occidentaux, ont un impact. Ça ne va pas assez vite, évidemment, hein, pour les pauvres Gazaouis qui meurent sous les bombes. Ça n'ira jamais assez vite, hein, bien évidemment. Toutefois, il y a une question d'image qui est très importante. Peut-être pas tant pour Israël, qui est très en colère, qui n'en a plus grand-chose à faire, pour l'instant, en tout cas, de l'opinion publique internationale. En revanche, son principal sponsor, qui sont les États-Unis d'Amérique, lui, est un peu plus gêné aux entournures et de façon croissante. Je vous rappelle également qu'ils arrivent en campagne électorale, l'élection américaine, dans un an. Oui. Ils ont besoin de soigner leur image. Et un soutien, je dirais, inconditionnel, en validant, en légitimant tout ce que fait Israël actuellement, c'est-à-dire des crimes de guerre, je le rappelle. Hein. On n'a pas le droit de bombarder une population civile, on n'a même pas le droit de faire un blocus pour l'affamer non plus. Donc ça peut nuire à l'image de l'Amérique et par conséquent, vous savez, moi je suis quelqu'un d'optimiste, mais je pense que les pressions vont aller croissantes sur l'État d'Israël et en particulier du seul État qu'Israël est disposé à écouter, celui de son sponsor principal, les États-Unis d'Amérique. Oui, très bien. D'ailleurs, on va revenir, on ne sait pas qui utilise qui finalement. Est-ce que c'est Israël qui utilise l'antitissionniste, qui utilise les États-Unis, ou c'est les États-Unis qui utilisent en ce moment l'antitissionniste? Toujours est-il que chacun trouve son compte, en tous les cas, sur le dos ou le détriment des Palestiniens à Gaza. Eli Hatem, alors est-ce qu'aujourd'hui, comme disait tout à l'heure donc Jérôme Bonnet, il y a des élections, ça se prépare, donc il faut absolument prendre des décisions, non pas parce qu'il y a des morts qui sont en train de périr et des martyrs qui tombent tous les jours à Gaza, mais parce qu'il y a une campagne électorale, parce qu'il y a donc des électeurs, il y a des voix à gagner. Et donc, est-ce que finalement, Gaza, c'est le sort de Gaza aujourd'hui d'être, si vous voulez, une carte à jouer lorsque les États-Unis sont en difficulté et qu'ils veulent peut-être ramener des personnes qui ont été rejetées du système, ou lorsque l'antitissionniste dans son gouvernement est en crise, donc on frappe Gaza pour un petit peu redorer son blason. Est-elle devenue vraiment une carte? Je ne pense pas. Il faut rappeler une chose, c'est que aujourd'hui, aux États-Unis, en ce qui concerne la politique internationale, n'importe quel candidat qui va arriver à la Maison-Blanche, il va suivre la stratégie de politique étrangère américaine qui est édictée par les lobbies. Parce que vous savez, aux États-Unis, tout est dirigé
par les lobbies. Et en ce qui concerne les affaires du Moyen-Orient, ou même les affaires internationales en général, c'est l'AIPAC, c'est-à-dire c'est le principal lobby sioniste et proche d'Israël ou pro-israélien qui fait tout, la pluie, je dirais, et le beau temps dans ce qu'on appelle, dans la politique étrangère américaine. Alors, vous allez dire, c'est Donald Trump ou Joe Biden. Moi, je dirais, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet. Donc, ce sera la même politique. Alors, la situation de Gaza et de la Palestine, malheureusement, c'est une situation qui traîne depuis beaucoup plus de 70 ans, c'est-à-dire avant même la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire depuis les amants du Sion, c'est-à-dire depuis le début du 19e siècle, avant même la création de l'organisation du sionisme mondial en 1897, parce qu'il y avait un projet politique de ce qu'on appelle le judaïsme politique, c'est de créer un État ou une entité pour les Juifs. Et la question qui se posait, c'est que est-ce que les Juifs sont c'est un peuple ou bien c'est simplement une religion? Et les premiers Bédouins qui sont venus s'installer en terre de Palestine, c'était dans la première partie du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, avec l'OSM, il y a beaucoup de penseurs palestiniens comme Georges Antonius, comme les frères Sakakini, ou bien Najib Nassar et d'autres qui ont vu le danger en fait du sionisme. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est passé contre les communautés juives au sein de l'Europe pour que les Européens, avec ce sentiment, je dirais, pas de compassion simplement, mais ce sentiment de se sentir responsable. De culpabilité. Et qu'ils ont accepté la création donc, de l'État d'Israël, c'est ce sentiment de culpabilité, comme vous avez dit. Et ça continue. Et aujourd'hui, il y a une influence dans ce monde occidental, et je ne dirais pas la communauté internationale, si vous permettez de vous corriger quand vous avez dit la communauté internationale. Non, allez-y, faites-le. Je le dis parce qu'on n'a pas trouvé une autre appellation. On pourra dire peut-être les Occidentaux, les États-Unis. Mais jusque-là, on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas encore trouvé d'alternative. Aujourd'hui, le vrai monde, la vraie communauté internationale, c'est le nouveau monde libre que nous représentons. Nous sommes la majorité des États et des entités de la planète, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit le continent africain, l'Asie en totalité, avec les plus grandes puissances d'Afrique, telles que la Chine, l'Inde, qui d'un point de vue démographique est beaucoup plus important que la Chine, le Pakistan, la Russie, les pays de l'Europe orientale, une partie également des pays qui sont en Occident, c'est-à-dire en Europe occidentale, et qui sont même au sein de l'Union européenne et qui n'attendent qu'un petit indice pour s'affranchir de cette dictature que les États-Unis et leurs alliés imposent. Ah ouais, très bien, vous faites bien de le dire parce que effectivement, ce monde de libre, on se demande d'ailleurs s'il n'est pas en train d'émerger avec force. Et on l'a vu avec ces opinions publiques, avec toutes ces manifestations pro-palestiniennes qui, par le passé, on le voyait très rarement. Aujourd'hui, on a vu, si vous voulez, cette déferlante humaine mondiale qui criait donc sa sympathie pour la Palestine et la juste cause, c'est-à-dire c'est la justesse de la cause qui les a fait sortir et l'humanisme surtout. Jérôme Bonnet, alors est-ce que finalement cette sale guerre qui donc se fait à Gaza n'est pas l'alternative énergétique de l'Europe qui cherche donc une alternative énergétique, surtout après les sanctions qui ont été imposées à Moscou? Parce qu'il faut le dire clairement, ce n'est pas un secret non plus, c'est Angela ou plutôt von der Leyen qui l'avait annoncé. Elle avait dit « Nous avons trouvé l'alternative énergétique à Moscou, c'est entre l'entité sioniste et l'Égypte. » C'est-à-dire là, oui, alors, moi, ça a le mérite d'être clair. Je ne savais pas si mon micro était ouvert, parce que je voulais répondre à mon allez-y, faites-le. Débatteur qui dit des choses très intéressantes et je suis d'accord avec lui, mais
Alors, d'abord, oui, tout d'abord, cher Alain, vous avez dit, et c'est un mot que je trouve très intéressant, moi, la sémantique m'intéresse beaucoup. Oui, absolument. Et vous avez dit le sud global. Et effectivement, aujourd'hui, en Occident, on appelle cet ensemble de pays émergents dont l'importance est croissante, dont le poids est croissant sur la scène internationale, Oui. c'est bon de le préciser, on l'appelle le Sud global. Alors que, excusez-moi, mais on y trouve des pays comme la Russie. C'est quand même un comble C'est pas aussi que sud finalement, que on trouve qu'il y a des sud-sudistes. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme de Sud global? Parce qu'en réalité, si on disait le vrai terme, c'est-à-dire le reste du monde, il y a Tout simplement, l'Occident, oui. on verrait bien à quel point l'Occident est isolé. Alors on a inventé ce terme de Sud global parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont plutôt dans l'hémisphère sud, mais pas seulement du tout. C'est-à-dire, voilà, effectivement, très à l'est, toute l'Asie. Voilà, ça c'est une première chose. Par ailleurs, pour ce qui concerne justement l'Occident, les États-Unis aussi, alors c'est vrai que l'AIPAC est très puissant, c'est vrai. C'est le lobby sioniste, Par excellence. voire conservateur. Mais il existe également un lobby juif de gauche aux États-Unis qui s'appelle J Street et qui est certes moins puissant, mais qui fait entendre sa voix. Parce que quand même, il y a des juifs qui ne sont pas sionistes partout Oui, dans le monde. on l'a vu dans les manifestations. Bien sûr, les démocrates, au sein du Parti démocrate actuellement, là, il y a des dissensions terribles. Il y a toute une partie du Parti démocrate qui dit il y en a assez maintenant de cette tyrannie qu'impose Israël à son voisin. Et Joe Biden, qui a besoin d'être réélu, eh bien, il ne peut pas se permettre d'ignorer cette partie de son électorat en disant non, de toute façon, Israël, c'est pas négociable, c'est comme ça, et puis c'est tout. Je pense qu'en réalité, alors je l'ai dit, hein, je suis optimiste, mais je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond. Je pense qu'on assiste actuellement à un vrai rééquilibrage de force. On passe d'un monde bipolaire de l'époque, hein, donc de la guerre froide, à un monde multipolaire où chacun joue sa carte et où on voit des pays dont l'importance, dont le poids est croissant. Le vôtre d'ailleurs, madame, l'Algérie a un poids de plus en plus important sur la scène internationale. Et comme ça me permet de boucler par rapport à votre question, le fait que l'Algérie soit propriétaire d'immenses réserves de gaz fait qu'il est bien plus écouté. Pas trop fort. Tous les pays européens qui ont suivi, à mon avis, un peu hâtivement les États-Unis dans sa croisade anti-russe, eh bien, ont besoin de trouver des alternatives, alors que ce sont des gros consommateurs d'énergie. Oui. Voilà. Très bien. Alors, je pense que l'idée est vraiment bien reçue. Elie Hatem, il reste un point très important sur lequel j'aimerais qu'on aborde. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette reconfiguration du Moyen-Orient, telle que peut-être imaginée par l'Occident, n'est pas en train de se jouer justement par ce qui se passe aujourd'hui sur Gaza? Est-ce qu'elle n'est pas le point d'ancrage? Ce que vous posez comme question est très important et très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un projet américano-sioniste. Et ce projet date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la création de l'État d'Israël. Et ce projet est celui de la dislocation des différents pays et entités du Proche et du Moyen-Orient et la remise en cause des accords de Sykes-Picot avec la création de mini-États, de mini-entités ethniques ou communautaires, c'est-à-dire des Kurdes, les chiites, les alaouites, les druzes, les chrétiens d'Orient, et j'en passe. Et en fait, toutes ces différentes entités, ces petites entités, vont entrer dans un conflit continuel ou continu entre elles, et en même temps, c'est une manière de légitimer l'État juif qui, comme vous le savez, maintenant, avec le changement de la loi fondamentale en Israël, c'est devenu l'État des Juifs. Donc, tel est ce projet. Et c'est le projet qui a commencé à être réalisé de plus en plus depuis l'expérimentation de la religion à des fins politiques. Nous l'avons vu dans un premier temps à Chypre en 74, après au Liban en 75, avec un échec total. Et puis après, il y a eu en 1979
la révolution iranienne, il y a eu l'Afghanistan Oui. et l'usage en fait de ce facteur religieux à des fins politiques, et puis son émergence dans les pays de l'Europe orientale, en Tchétchénie, au Daghestan, etc. Et Brièvement, donc, monsieur Eli Hatem, l'impératif cela, du et temps. après, comme vous le savez, il y a eu le fameux printemps arabe, pardon, et Il est cette arabe idée en aussi, fait hein? de mettre terme à ces États et ces constitutions en fait étatiques et ces nations et ces entités pour réaliser ce projet divide et imperare, et c'est pour permettre d'une part à l'État d'Israël d'exister en tant Voilà, qu'ethnocratie c'est d'être entouré. juste Je... à notre pays, donc ethnique ou confessionnel. Très bien, donc voilà, on a compris que de toute façon, pour que justement l'entité sioniste dure et perdure dans le temps, il faut qu'elle soit entourée par des pays complètement morcelés, divisés, alors que tous les atouts sont là pour qu'ils soient plus unis, hélas. Merci, messieurs, d'être ou d'avoir été avec nous, d'avoir enrichi ce débat. Je rappelle que étaient avec nous successivement Eli Hatem, avocat et homme politique français ou franco-libanais, la précision est de taille, et bien sûr Jérôme Bonnet, qui est ancien rédacteur en chef de RT France, qui a été suspendu juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.